Donc, bonjour ou bonsoir tout le monde, où vous êtes. C'est avec grand plaisir que nous accueillons à notre webinaire aujourd'hui, notre webinaire mensuel RCO7 Femmes et politique dans le Sud global. Nous sommes ravis de vous présenter Dr Priska Hélène Hassiene Bissau-Sol de l'Université Yaoundé en Cameroun, notre intervenante du jour. Dr Hassiene Bissau-Sol abordera un sujet de très grande importance qui est le territoire associatif des femmes dans le champ universitaire entre logique et classement et reproduction d'un ordre féminin. Avant de commencer, je voudrais voilà, vous donner une biographie de notre intervenante. Alors, docteur Priska Hélène Hassiene Bissosoli est docteur en sciences politiques de l'Université Yaoundé 2 et en gouvernance et intégration régionale à l'Université panafricaine. Elle est enseignante-chercheur à l'Université de Yaoundé 2 et maître assistante CAMES. Elle est par ailleurs membre du réseau africain des femmes politistes, Politel, de l'Observatoire du politique en Afrique, INOPA. Il est auteur de plusieurs publications à l'instar What Wanting to See One's Children Grow Up Means for Youth Engaged in Cameroon's Authoritarian Field, Global Africa, Petite main féminine, vulnérabilité professionnelle et pratique conjointe de compensation financière dans l'administration publique universitaire au Cameroun, rumeurs sur la mort du président Paul Biya et usage politique des réseaux sociaux, contester et résister à partir de la désinformation et d'autres publications qui sont publiées dans des journaux de renom. Donc, avant de donner la parole à docteur Hassiene Bissosoli, permettez-moi de vous présenter brièvement qui nous sommes et quel est l'objectif du RCO7 de l'International Political Science Association. Alors, notre comité, il est reconnu comme un groupe d'études qui a été créé ou mis en place en 1988, ayant obtenu le statut de comité de recherche en 1992. Son nom a changé de Femmes politiques dans les pays du développement à Femmes et politiques dans le Sud global en décembre 2015. Notre objectif se concentre sur plusieurs volets, notamment sur le processus de développement, les questions d'inégalité des genres, les régimes politiques, l'interaction du processus micropolitique, la représentation, la prise de décision, l'allocation des ressources, la démocratisation et l'élimination des relations inéquitables à tous les niveaux. Donc, à ce jour, notre comité RCO7 a accordé je dirais, une place très, très importante et particulière aux questions suivantes. Femmes, dette, ajustement structurel, femmes et environnement, femmes dans le processus de démocratisation, dette et ajustement structurel, impact sur les femmes, conflits ethniques, droits humains des femmes. Le comité mène actuellement tout ce qui est une étude spéciale sur le leadership des femmes dans les institutions économiques. Alors, avant de commencer notre webinaire, alors, cet épisode, bien sûr, va être enregistré et mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à la partager. Si vous souhaitez présenter vos travaux de recherche dans ces domaines-là, n'hésitez pas à remplir notre formulaire. Donc, sans trop tarder, je donne la parole au professeur Hassiene Bissosoli. La parole est à vous. Merci. Merci beaucoup de me donner la parole, Yasmine. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là et de présenter mon travail. Donc, je ne manquerai pas de vous remercier déjà pour l'honneur que vous me donnez de parler justement de mon travail qui porte sur les territoires associatifs des femmes dans le champ universitaire, camerounais en l'occurrence, entre logique de classement et reproduction d'un ordre féminin. En réalité, cette proposition, bon, je tiens aussi à saluer tous ceux qui sont présents pour pour cette petite rencontre, mais à rappeler effectivement que cette présentation s'appuie sur une première expérience de travail qui a porté sur une intuition qui consistait justement à questionner la vulnérabilité et la résilience des femmes à l'université en nous intéressant notamment aux différents modes d'organisation genrée qu'elle parvenait à mettre sur pied et comment est-ce qu'elle se mobilisait pour faire face en fait aux différentes formes d'égalité de genre auxquelles elle était confrontée à l'université.
C'est une institution qui nous a également amené à nous interroger sur comment est-ce que les femmes s'organisent pour se soutenir entre elles et comment est-ce que cette entraide se positionnait finalement comme quelque chose qui était central pour analyser le fait associatif comme élément d'analyse centrale de ce travail. Nous avons donc pu constater avec ces premiers terrains que l'Université de Yaoundé 2, qui va être constituée ici en terrain d'observation et de recherche et de collecte de données de temps pour moi, laissait, mettait en perspective plusieurs formes d'organisation féminine qui justement s'appuyaient sur les principes d'entraide et de solidarité. C'est en réalité ces terrains-là qui nous ont intéressés et qui nous ont davantage motivés à regarder de près comment est-ce que elles travaillaient ensemble, comment est-ce que justement quand on parle du bien féminin, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que les femmes, lorsqu'elles sont ensemble, elles travaillent à améliorer leurs conditions, comment est-ce qu'elles définissent les priorités qui finalement sont des priorités partagées vu que l'argument central est celui justement de la lutte contre les inégalités de genre. Et c'est donc à partir de ce contexte que nous avons décidé de considérer effectivement que les femmes constituaient en fait une catégorie importante en fonction justement des chiffres que l'université renvoie. Elle représente en moyenne pour les étudiantes plus de 50% des effectifs, avec des effectifs qui vont aujourd'hui à l'université Yaoundé à plus de 40 000 étudiants, du moins pour l'université de Yaoundé 2, les deux facultés, et toutes ces facultés réunies, c'est-à-dire la faculté des sciences juridiques, la faculté des sciences économiques, les différentes écoles qui sont associées à elle, l'Institut des relations internationales, la faculté, l'école de démographie et l'école des sciences et des communications. Donc, c'est important pour nous, en tout cas dans le cadre de la continuité de ce travail, de savoir véritablement qu'est-ce qui constitue en fait le moteur central de convergence des femmes à s'organiser autour d'une organisation, d'une association, et comment est-ce qu'elles se donnent à voir à partir justement de cet terrain-là. Donc, parler des femmes à l'université nous a permis effectivement de questionner la vie associative en interrogeant les logiques d'action qui concourent à établir en fait le lien social indépendamment de leur statut, de leur position au sein de la structure universitaire. Parce qu'il y a des groupes, effectivement, qui se revendiquent être des groupes qui regroupent en son sein toutes les catégories de genre féminines qu'on retrouve à l'université, bien que plurielles. Et ce lien social, du fait des inégalités de genre au sein de la structure universitaire largement dominée par les hommes, s'appuie sur des principes d'entraide et de solidarité qui participent en réalité à mettre en place des cadres associatifs comme des espaces de construction d'un territoire féminin pensés pour traiter en fait des problèmes des femmes. Donc, la réalité des femmes de s'associer finalement demeure au fondement des modes d'action collectif et de société, mais s'associer vise également à amener un compromis concret autour d'intérêts communs, de valeurs partagées autour de la cause de la femme à l'université. Donc, c'est un projet qui permet de lire à partir des motivations comment est-ce que les femmes s'approprient finalement le fait associatif et opèrent à partir des transmissions de formes bien que précises dans le champ universitaire à la condition de la femme, à la condition féminine. Donc, parler des femmes à l'université, c'est aussi, comme je disais, revenir en fait sur les mécanismes de visibilisation et de visibilité qu'elle représente. C'est aussi de voir comment est-ce que l'université traite la catégorie en termes de chiffres. Et ce qui a été en fait l'un des éléments marquants de ce terrain, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres qui sont donnés naturellement sur les femmes et encore moins des chiffres qui sont produits par les associations MMA. La catégorisation qu'on a pu établir sur les différents types de femmes organisées en groupe, c'est-à-dire sur deux grandes catégories. Une catégorie qu'on va considérer comme étant une catégorie formelle et une catégorie plus ou moins, bon, pas plus ou moins considérée comme informelle parce que pas toujours institutionnellement reconnue. Donc, les catégories formelles qu'on a retenues dans le cadre de ce travail, c'est le grand groupe des femmes organisées autour de l'université de Yaoundé 2, Ladies, UD Ladies, qui regroupe en son sein moyennant 160 femmes qui sont reconnues comme étant appartenant au groupe.
Et maintenant, un autre groupe qui nous a semblé être intéressant à observer aussi parce que du fait de sa spécificité, c'est un groupe en réalité qui se revendique de l'intelligence économiste, qui est en fait un groupe de femmes qui se réunissent et qui appartiennent à la faculté des sciences économiques et de gestion, sous le label de Resfuge, qui est en fait un réseau de femmes des femmes de la faculté de gestion du département de gestion qui travaillent en réalité à une forme d'entraide épistémique, d'intelligence, ça, et qui se revendiquent justement de ce qu'on appelle dans le contexte et le jargon camerounais une forme de djangui intellectuel où elles se retrouvent pour tontiner à partir des travaux qu'elles sont capables de produire, mais aussi une entraide autour des outils qu'elles peuvent mobiliser et de ce lien plus ou moins intergénérationnel qu'elles essaient d'établir dans le boost des différentes carrières, ce qui semble être très, très, très intéressant. Maintenant, à côté de ces organisations, on voit aussi des organisations qui s'organisent de manière beaucoup plus informelle, mais qui ont une vocation beaucoup plus financière. Ce sont des tontistes, les tontines de femmes, souvent appartenant à des catégories qu'on considère comme subalternes parce que c'est le petit personnel. Et on voit très bien que là aussi, il y a des modes d'organisation qui sont particuliers de temps pour moi, parce que généralement, ce sont des groupes qui ne vont pas à plus de 15 personnes par souci de cotisation individuelle pour arriver à obtenir une somme financière qui est de commun accord et qui leur permet justement de gérer les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien. Donc, cette bicatégorisation permet justement, à partir des données sur les femmes, d'insister sur la nécessité de produire soi-même des chiffres pour pouvoir comprendre en fait la catégorie parce que les chiffres disponibles à l'université actuellement sur les femmes sont celles des étudiants avec ce ratio qui n'est pas très clair, mais aussi des chiffres sur les enseignants. Sur les données que j'ai pu avoir de l'université, à l'université Yaoundé 2 en tout cas, on a en moyenne 734 enseignants en 2024. Et sur les 734 enseignants de l'université, on n'a que 206 femmes. Donc, il y a un ratio quand même important, il y a un gap important entre les hommes et les femmes parce qu'il y a quand même pratiquement 538 hommes enseignants, tous grades confondus, avec seulement 200 femmes, tous grades confondus également. Mais ces chiffres nous rappellent surtout en fait les enjeux des enjeux liés aux travaux qui ont positionné justement la question des inégalités de genre au centre de leur analyse, en animant en fait les questions en animant en fait le débat autour des questions de la barrière structurelle et culturelle qui entrave l'accès des femmes justement à des positions de pouvoir et de responsabilité, ou encore les questions justement de position déclassée des femmes dans leur rapport au pouvoir, dans leur rapport au pouvoir, à l'égalité, à la décision, à la représentativité et aux postes de responsabilité qui ont été longtemps au cœur des discussions dans le champ littéraire, du moins dans la littérature qui a été produite au Cameroun sur les universités. On peut rappeler les travaux d'Amabiana, on peut rappeler les travaux de Hilet Pokam, on peut rappeler les travaux de Rousseau, qui ici consacrent en fait la relation entre le leadership et qui consacre bien la relation entre le leadership et l'engagement associatif, établissant ainsi des rapports d'influence à la fois dynamiques, réciproques et asymétriques. Mais revenir sur ce rapport illustre bien la volonté d'établir en fait un engagement réel des femmes, ce que cela veut dire, et le sens même de l'égalité entre elles en tant que principe de gouvernance au sein de l'association et et l'institutionnalisation de leur pouvoir dans ces organisations. Et les travaux de Abiba et de May qui ont été fondamentaux pour pouvoir construire ce raisonnement ont permis en fait de renforcer l'hypothèse selon laquelle le positionnement de leader des femmes qui justement dans le champ des associations du fait de cette institutionnalisation de pouvoir est renforcé ici par le fait de ce que elles sont pourvues en fait, elles sont accompagnées, elles détiennent un mentorat elles détiennent clairement un mentorat et elles détiennent clairement un réseau professionnel qui constitue en fait des variables déterminantes de l'ordre de ce leadership-là. Un ordre qui se reproduit sur le territoire associatif
et qui concilie finalement propriété bureaucratique et pratique communautaire solidaire dans le collectif féminin existant. C'est intéressé donc ici à la manière bureaucratique de s'associer en nous référant aux travaux de Carbonel et de Camilla Diallo en 2021 nous a permis aussi justement de comprendre le sens même de la construction de ce leadership féminin. Pourquoi? Parce que cela nous a permis d'établir le lien entre l'engagement féminin dans les associations et l'art de fait bureaucratique, s'il faut parler comme Béatrice Hibou. Et cet art de fait bureaucratique dans les territoires associatifs permettent clairement de voir à partir justement des associations comment la société de manière générale se bureaucratise. Et cette bureaucratisation, d'une part, est aussi liée à, finalement, du moins doit être envisagée, du moins, là, de la bureaucratie ici, de ce point de vue, doit être envisagée non pas seulement comme une institution, mais aussi comme un pouvoir et un mode de domination qui prend en compte justement un ensemble, plusieurs dimensions, qu'elles soient sociales, économiques et politiques, dans lequel finalement vont s'inscrire les différentes organisations. Mais d'autre part, il rappelle surtout cet art de faire bureaucratie, surtout comment est-ce que gouverner à partir du territoire associatif féminin constitue un avatar supplémentaire de la politique du pouvoir. Euh, on peut revenir justement sur la question de la politique du pouvoir en considérant que ça permet simplement de considérer que la politique du pouvoir des associations dans le champ universitaire permet en réalité d'interpréter, de convenir à interpréter des symboles et à voir comment est-ce que l'identité féminine en tant que culture se représente soi-même et finalement se donne à voir et se met en scène. Donc, la mise en scène du féminin sur le territoire associatif constitue donc un terrain intéressant de ce point de vue-là parce que il permet d'observer les modes genrés de lutte pour l'émancipation féminine à l'université, mais envisager ici dans le territoire à partir justement des différentes formes qu'elles peuvent prendre en tant qu'organisation. Et on a plus haut parlé justement des différentes formes qu'elles peuvent prendre. Elles peuvent être considérées comme des associations formelles ou elles peuvent être simplement des réseaux et des tontines qui se donnent à voir aussi en fonction justement de là où les acteurs, les actrices porteuses justement de ces projets sont situés. Donc, le territoire associatif, tel qu'il est donc perçu, sujet deux entrées. La première entrée consiste avant tout à voir dans quelle mesure ces logiques-là permettent de travailler sur des logiques de classement qui hiérarchisent les formes d'engagement et les profils de leurs membres et en seconde portée, les tensions entre autonomie et dépendance. Ces deux entrées s'inscrivent dans une perspective critique visant à dépasser la lecture uniquement émancipatrice des différentes formes de mobilisation et des associations féminines, mais aussi de voir dans quelle mesure elles participent à la fois à la classification sociale au sein de l'université, mais aussi à la pérennisation d'un ordre de genre institutionnel. Et cette classification permet d'envisager la discussion qui me semble être aussi importante à relever sur la notion de cadre social ici qui ressort en filigrane, parce que longtemps perçu comme un tout homogène, que ce soit dans les travaux de Bayard, de considérer en fait que en considérant les femmes comme un cadre social, on ne questionne pas nécessairement les logiques de classement et de déclassement qui peuvent s'opérer dans l'endogroupe féminin. Mais effectivement, en l'envisageant comme tel, on rend ici possible cette discussion. Donc, la formule proposée par Sten Ashberg sur les femmes de devant constitue en réalité l'une des formules qui rend compte justement de cette catégorisation en mettant en perspective l'idée que les femmes dans le champ universitaire peuvent être non seulement distinguées comme des femmes, peuvent être distinguées non seulement à partir des femmes de devant, qu'on va considérer ici comme des cadets dominantes, parce que pourvu d'un capital qui est un capital politico-institutionnel et aussi culturel, et les catégories est pourvues de souvent présentées comme des figures de réussite et de pouvoir, et à côté des catégories dominantes, des cadettes dominantes qui en fait souvent sont représentées comme des catégories invisibilisées et souvent subalternes,
qui font les petits métiers de l'université et qui, justement, de ce fait, sont très souvent invisibilisés et dont les préoccupations ne sont pas nécessairement mises au cœur des débats de genre à l'université pendant les occasions, justement, de célébration, par exemple. Donc, l'objectif de ce travail, de façon générale, vise à mettre en évidence l'idée que les associations, tout en constituant des espaces de mobilisation et de solidarité, participent également à la reconfiguration des rapports de pouvoir dans les formes compatibles avec les contraintes administratives et académiques qui les gouvernent. C'est aussi chercher de comprendre en question principale, finalement, dans le cadre de ce projet de travail, comment est-ce que l'espace universitaire, à travers la vie associative des femmes, se positionne comme un espace de classement et de reproduction d'un ordre féminin académique, fondateur de leadership incarné ici, en l'occurrence, par les femmes de devant. Et en hypothèse centrale, du moins en réponse anticipée à cette question, on convient que le statut professionnel conditionne fortement la position de leader des femmes dans le champ associatif à l'université et que ces leaders, dites femmes de devant, crée ici une catégorisation, participe justement à construire une catégorisation entre les femmes au sein des associations, constituées en catégories dominées et en catégorie dominante. Donc, on reviendra à la méthodologie qui a été mobilisée dans le cadre de cette, est une approche, on a mobilisé une approche qualitative, démarche compréhensive, parce que étant nous-mêmes imprégnés dans cet environnement, l'idée était aussi d'observer à partir de là où nous sommes situés et de voir à partir de notre interaction avec l'institution et la possibilité d'avoir des entrées au sein de l'institution, comment est-ce que justement est abordée cette question et comment est-ce que les femmes elles-mêmes rendent compte de temps pour moi de leur réalité, de leurs conditions. Donc, c'est un terrain empirique qui a porté sur deux associations avec qui nous avons eu des entretiens semi-directifs, du moins avec les leaders de ces associations et quelques membres appartenant à ces groupes. Première association, U de Lady, qui est constituée, comme je l'ai dit, de plus de 160 femmes, et le réseau Refuge de l'Université Yaoundé 2, auquel s'ajoutent justement des tontines informelles. Maintenant, en termes de données, nous nous sommes appuyés sur un échantillon, un micro-échantillon non probabiliste des entretiens parce qu'on a dû justement se résigner au fait de parler avec celles qui voulaient bien parler de leur engagement associatif. Et nous avons pu mobiliser une douzaine de femmes, hormis les données mobilisées déjà dans le précédent travail sur les petites mains, où nous avons justement pu nous appesantir davantage sur les groupes vulnérables. Et parmi ces 11 femmes, ces 12 femmes, nous avons travaillé avec quatre leaders qu'on considère ici comme des artistes stratégiques. Et nous avons complété en fait notre travail, notre analyse à partir des données textuelles liées aux documents internes de certaines associations que nous avons pu acquérir pendant nos différents entretiens. Donc, le résultat de toute cette collecte et de tout ce travail de terrain, finalement, nous a porté sur deux entrées essentielles. La première entrée, c'était d'envisager le territoire associatif comme un espace de mise en forme des ordres de solidarité. Et le deuxième élément en termes de résultats consistait à réinterroger la reproduction justement de l'ordre féminin au sein de l'université à travers justement les associations. Pour le premier résultat, le territoire associatif comme ordre, comme mise en forme des ordres de solidarité, on a constaté à partir de ce terrain que les ordres de solidarité sont de deux sous-types. Premier sous-type, ce sont les solidarités qui sont des solidarités dites apolitiques et d'émancipation. Les femmes se remettent ensemble parce qu'il y a une volonté matérielle de travailler en fait sur les questions d'inégalité, de solidarité entre femmes pour pouvoir justement trouver un terrain de discussion sur les objets liés au genre. Donc, dans ce contexte-là, force a été de constater que la plupart des femmes rencontrées n'assument leur engagement associatif que dans le cadre d'une solidarité sociale et apolitique. Pardon. Et l'usage qualitatif du mot apolitique revendiqué par la plupart
de ces femmes leaders durant les entretiens a trahi ici, comme le rappelait déjà Champagne, la neutralité, la volonté de neutralité longtemps discutée dans ses travaux pour, chez les intellectuels, qui situe ici cette neutralité à un refus en fait de tout engagement politique dans le champ universitaire comme une stratégie finalement de positionnement. Donc, en réalité, se démarquer de la chose politique pour elle vise à se défaire en fait de toute trace de politisation en vue de légitimer l'action portée par les femmes dans l'espace universitaire. C'est aussi positionner cette action en stratégie d'évitement de stigmatisation féministe afin de maintenir une image positive et acceptable d'elle dans l'espace universitaire dominé par les hommes, en considérant effectivement que de ce retour de terrain que le positionnement des femmes à vouloir totalement ne pas associer leur engagement à un fait politique renvoie justement aussi, nous a permis en fait de comprendre en filigrane quel était le rapport qu'elles entretenaient avec l'espace politique dans lequel elles évoluaient et par conséquent, ce positionnement-là rend compte aussi de la réalité de ce que veut dire être une femme qui revendique en fait ses droits dans le champ universitaire. C'est être une femme qui va être taxée de féministe, voilà. C'est être une femme qui va être considérée comme étant peut-être socialisée à des formes catégorisée même comme appartenant à des formes de minorité parce que défendant justement les causes féminines. Donc, tous ces éléments-là qui ont été dits et qui ne voulaient justement pas être mentionnés dans le travail, nous a rappelé en réalité qu'on ne peut pas dissocier l'environnement universitaire du champ politique tel qu'il est perçu de manière générale par les populations. Et que saisir la politisme ici, de ce point de vue, relevait ici d'un oxymoron. Un oxymoron qui établit en fait une logique d'autonomisation des pratiques qui accompagnent l'engagement associatif dit à politique de défense des droits des femmes et le processus de dénégation politiquement affiché auquel s'oppose euh, avec intensité la transgression genrée de l'ordre sociopolitique comme forme de politisation. Donc, suivant en fait leur position en fonction de leurs différents centres d'intérêt, l'identité de la femme à l'université est imbriquée par plusieurs filiations qui donnent du sens ici à leur engagement associatif et à la fabrique justement de ce leadership féminin, du fait comme quelque chose qui renseigne en fait sur la pluralité des sites de configuration à partir desquels se forment en fait ces regroupements féminins. Et c'est cela qui nous renvoie à la deuxième partie autour justement de cette solidarité de distinction et de classification. Parce que les différents types d'engagement féminin sur le territoire associatif, de ce point de vue-là, ne constituent pas un terrain homogène. Et il est pluriel et met en perspective le fait que les associations s'opèrent à partir de différents centres d'intérêt, à partir de différents centres d'intérêt, à partir de différents sites qui sont en fait considérés non seulement comme des espaces de cause pluriels, des femmes, mais aussi de classement et de distinction à partir desquels converge la mise en forme justement de leur engagement. Donc, le principe de solidarité qui organise l'engagement des femmes tient aussi compte de l'interrorisation des normes de classement et de déclassement de ces femmes-là au sein même du champ universitaire. S'il tient d'un apprentissage comme moteur d'engagement appuyé sur des expériences enracinées et reconnues dans l'enceinte universitaire, leur interaction avec l'espace professionnel de décision et de pouvoir constitue en fait des leviers d'action qui renforcent en fait cet engagement à s'appartenir ou alors à s'auto-exclure en fait de certains groupes. Ce qui nous renvoie à la deuxième idée, le deuxième point de cette discussion qui renvoie au territoire associatif comme reproduction d'un ordre féminin. Plusieurs éléments d'analyse structurent en fait la reproduction de l'ordre féminin associatif ne suspend pas seulement les hiérarchies de genre. Elle renvoie aussi au capital dont détiennent des femmes et qui sont constituées ici en ressources pour pouvoir se positionner comme leader ou bien alors pour pouvoir maintenir ces positions de pouvoir de leader. Et la reproduction des positions dominantes en tant qu'objet politique portée par les femmes au sein de l'association participe dans une certaine mesure à cette institutionnalisation.
Elle permet en réalité de décrire les relations de pouvoir qui sont appuyées sur la structuration administrative et académique et à partir duquel les femmes négocient leur participation en utilisant au mieux les ressources qu'elles contrôlent pour atteindre leurs objectifs. D'une part, les femmes qui occupent des positions au sein de l'association sont des femmes qui sont proches du pouvoir administratif et institutionnel, sont des femmes qui sont pourvues d'un capital culturel, souvent des professeurs, des maîtres de conférences qui conjointement occupent des postes politico-académiques, des postes politico-administratifs et qui, justement, à partir des tests de l'association, en l'occurrence l'UE Lady, montre justement une transposition de ces positions de pouvoir-là dans le champ administratif, ce qui semble plus ou moins naturel. En l'occurrence, dans le test de l'association, dans son article 15 et dans sa page 4, par exemple, on voit très bien que sont reconnus, par exemple, comme étant des actrices pouvant occuper le poste de président et de vice-président, des points focaux des des écoles de l'université qui n'ont pas, qui ont un rang déjà minimal de directeur. Ça veut dire que une femme une femme qui travaille à l'université, qui est cadre, simple, ne peut pas accéder à à ces positions de pouvoir au sein de l'association. Le comité de sages également, qui est constitué des responsables féminins de l'université Yaoundé 2, doivent être au moins des actrices qui ont des positions de pouvoir minimum de directeur des institutions. Donc, ce sont des éléments qui, en fait, renforcent cette institutionnalisation du leadership, cette institutionnalisation du leadership et du pouvoir que celles qui détiennent déjà le capital politico-institutionnel et même culturel détiennent et qui est institutionnalisé comme étant naturel justement d'appartenir à ces postes de pouvoir au sein de l'association qui renvoie en fait à des principes d'égalité ou du moins renvoie justement à des principes d'égalité d'égalité entre les femmes qui en réalité de ce point de vue-là n'est pas pris en considération dans la répartition des positions de pouvoir et des postes au sein des différentes formes d'association. Donc, ce conditionnement par les tests associatifs portant l'élite féminine administrative et académique à la tête des associations positionne en réalité les femmes comme des actrices de leur propre classement et déclassement. Et l'inscription, autre chose, dans le statut de l'association, des membres administratifs aux responsables de l'université comme membres d'honneur rend aussi compte de cette imbrication-là entre le fonctionnement institutionnel de l'université et de celui de l'association. Parce que dans son article 15 aussi, on voit très bien que les autorités gouvernantes de l'université sont reconnues en fait comme membres d'honneur et par conséquent constituent en fait l'une des structures de ce comité du comité d'honneur en fait de l'association. Donc je pense que ce sont des éléments qui sont des éléments importants à prendre en considération et qui permettent justement dans la discussion et les implications auxquelles cela renvoie à revenir sur ces quatre éléments d'analyse pour comprendre de manière générale le propos qui a été développé. C'est de considérer justement à partir de l'interprétation que les territoires associatifs féminins reproduisent en fait des structures à la structuration hiérarchique universitaire, des femmes de devant qui vont occuper des postes de décision invisibilisant en fait les petites mains subalternes. L'apport théorique ici consiste justement à considérer que la notion de cadre social doit être nuancée parce que dans le groupe féminin, on voit très bien qu'il y a une catégorisation et une classification entre les femmes dominantes et les cadettes dominantes et les cadettes dominées qui ici sont déterminées et définies en fonction de là où elles sont situées en termes de capital académique, capital politico-institutionnel et à contrario, sans capital véritable, parce que étant justement catégorie invisibilisée, catégorie subalterne. Et pour ce qui concerne les implications pratiques, c'est aussi d'envisager l'institutionnalisation des associations qui est loin d'être une simple reconnaissance qui est faite justement des associations au sein de l'université, mais
que ces associations fonctionnent finalement comme un mode de gouvernement, ou du moins l'institutionnalisation s'inscrit comme un mode de gouvernement et de contrôle, de mobilisation féminine par l'autorité universitaire. On pourra revenir là sur les discussions sur comment s'opère en fait ce contrôle-là. Et enfin, la portée critique qui consiste justement à considérer que les associations féminines universitaires participent elles-mêmes simultanément à la mobilisation, à la classification sociale et à la pérennisation d'un ordre de genre institutionnel à l'université. Pour conclure, trois points clés semblent être importants à retenir. Le premier élément, c'est de considérer que le capital politico-administratif et académique constitue la variable déterminante de légitimation du leadership féminin euh, reconnu à l'université. L'institutionnalisation des associations relève d'un mode de gouvernement, des mobilisations qui sont davantage portées, qui sont davantage portées autour de la reconnaissance, qui sont davantage portées plus qu'une simple forme de reconnaissance, et que finalement les associations reproduisent en leur sein les inégalités qu'elles prétendent combattre, générant ici une exclusion interne des femmes subalternes. Voilà ainsi présenté brièvement la quintessence de moins l'économie du travail qui a été fait sur cette question, et j'espère avoir apporté suffisamment d'éléments d'analyse pour pouvoir mener la discussion. J'espère ne pas avoir pris beaucoup de temps, Yasmine. J'ai fait du mieux que je pouvais pour être dans les délais. Donc, je vous remercie grandement pour votre attention. Merci beaucoup, merci docteur Hassiane Bissossol pour, je dirais, c'est une présentation très riche, informative et stimulante, surtout que vous abordez un sujet très précis avec un travail de terrain profond. Vous nous avez permis de porter, je dirais, un regard nuancé sur le monde associatif féminin en milieu universitaire au Cameroun, en Afrique, en montrant qu'il constitue, je dirais, à la fois un espace de solidarité, de socialisation, d'engagement, mais aussi un lieu où peuvent se reproduire certaines hiérarchies énormes de genre. Je pense que cette analyse met en lumière aussi toute la complexité des dynamiques associatives qui sont, je dirais, porteuses d'opportunités, d'émancipation, tout en restant traversées par les logiques sociales et institutionnelles. Euh, je pense que votre contribution nous invite ainsi à dépasser cette lecture binaire des associations féminines pour réfléchir aux conditions qui leur permettraient de devenir, je dirais, de véritables leviers de transformation sociale. Donc, euh, avant de poser ma question, je préfère donner la parole aux participants s'ils ont des questions, des commentaires à vous poser. Donc voilà. Y a-t-il des questions ou des commentaires ou n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou des questions que vous souhaitez partager avec professeur Priska. Alors, je vais quand même poser ma question. Euh, Plutôt, alors vous avez montré que les associations féminines universitaires, tout en constituant des espaces de solidarité, d'engagement, etc., peuvent contribuer à la reproduction d'un ordre féminin sur des logiques de classement. Donc, selon vous, moi je me pose la question, quelles stratégies permettraient de transformer ces associations en un véritable espace d'émancipation et de remise en question des rapports de pouvoir plutôt qu'être un lieu de reproduction des hiérarchies existantes. Oui, je pense que c'est une très belle question. C'est une très belle question justement parce que, merci pour la question, parce qu'effectivement, on voit très bien que la fonction traditionnelle des associations est justement d'amener les femmes, en tout cas pour les associations féminines, à une forme d'émancipation. Et cette émancipation semble en fait se recomposer en fonction justement de l'espace et en fonction des modes de gouvernance dans lesquels ils sont situés. Je pense que c'est aussi comment est-ce qu'on gouverne les individus, comment est-ce qu'on gouverne dans les universités qui est déterminant
aussi de la neutralité justement des associations à pouvoir agir dans le sens des intérêts, en fait, qu'elles sont capables elles-mêmes de se définir pour leur propre émancipation. Ce qui a été voulu faire ressortir dans le travail, c'est aussi de dire que l'institutionnalisation, dans le cas d'espèces, participe en réalité à un modèle, à un mode de gouvernement de contrôle des associations et du coup, l'interaction qu'elles auront avec l'institution, avec l'université, avec l'ordre politique gouvernante, qui leur permet justement d'avoir un ensemble de facilités dans l'exercice de leur activité, font en sorte que même s'il y a derrière une volonté de s'établir et de s'afficher en tant qu'acteur neutre, on peut, la réalité en fait du contexte et du terrain peut leur amener à chaque fois à se repositionner en fait pour ne pas être positionnés comme des acteurs qui vont à contrario, qui se positionnent en acteurs, on dira, opposés en fait à la volonté dominante de temps pour moi de l'institution dans laquelle elles opèrent. Je crois que de ce point de vue-là, quelles sont les stratégies? Les stratégies simplement seraient de retravailler de manière profonde à ce que veut dire en fait euh, 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 s'associer dans le champ universitaire. Est-ce que s'associer dans le champ universitaire est totalement défait, peut être totalement défait en fait de la politique institutionnelle qui gouverne en fait dans les universités et on peut aller au-delà de l'université pour le penser. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de penser des questions de droits de femmes à l'université, du moins en dehors de l'université, permet en fait à ces femmes-là de revendiquer aisément ce qui semble être prioritaire pour elles vis-à-vis de l'ordre gouvernant général. Donc, si on ne parvient déjà pas au niveau global, macro, on va dire comme ça, de l'ordre gouvernant à définir ce que veut dire être une femme, quels sont les principes, quelles sont les actions prioritaires qui doivent être véritablement menées pour lutter contre les inégalités, pour mettre en place un dispositif qui est un dispositif de contrôle de ces inégalités effectif et réel. On ne peut pas s'attendre à avoir effectivement des espaces qui se dénouent réellement sur ces questions, en fait, qui sont des questions fondamentales. Je vais revenir, en fait, sur le terrain parce que je pense que c'était aussi bien, en fait, de rappeler que les discussions que j'ai eues, en fait, dans le cadre de ces entretiens, ont permis justement de comprendre que l'apolitisme est un argument qui est avancé en Mm, réalité pour ne pas prendre position. bien En se sûr. disant être une association apolitique, en réalité, on ne veut pas se mettre à dos l'autre gouvernant, les autorités gouvernantes qui vont considérer en fait qu'on peut constituer un problème parce qu'on va revendiquer. Voilà. Donc, s'aligner me semble, de leur point de vue, être plus facile pour pouvoir avoir l'impression de mener quelques activités au sein de l'université, mais avoir des positions qui sont véritablement des positions tranchées sur, Mm. par exemple, un cas banal, sur par exemple les quotas, les questions de quotas, de revendication des quotas à l'université, des revendications des positions de pouvoir à l'université Yaoundé 2. Encore aujourd'hui, on n'a pas une femme qui est recteur, on n'a pas une femme qui est doyenne, on n'a pas une femme qui est chef du département. Non, en réalité, ce sont des questions qui sont des questions majeures qui doivent être adressées par les femmes elles-mêmes pour pouvoir démontrer en réalité que ça constitue un véritable problème de leur épanouissement, mais qui sont aisément évitées parce que l'environnement politique et l'environnement institutionnel peut-être n'est pas suffisamment prédisposé à les entendre. Et aussi, pensez-vous aussi inclure la culture, parce que quand on parle de la politique, il y a aussi cette culture, la culture. Moi, je parle aussi de mon pays où des fois, euh, on a ce monopole patriarche, on a ce monopole d'hommes. Oui, Et c'est vraiment aussi la culture qui joue aussi. Donc, pensez-vous aussi que ça se passe non seulement dans les universités au Cameroun, mais aussi dans d'autres universités en Afrique? Parce que je parle aussi en tant qu'Africaine, donc oui. je sais ce que c'est. Donc, si vous pouvez aussi éclairer cela, ça serait bien. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez une expérience ou de par votre expérience dans des associations, multiples associations internationales et en étant très, très actif, qu'est-ce que disent les autres femmes dans d'autres pays africains? Est-ce qu'ils subissent la même chose?
Nous avons organisé, dans le cadre du réseau justement des femmes africaines, un travail justement sur un projet sur les savoirs, savoirs de genre et genre de savoir qui était très intéressant parce que ça permettait effectivement de mettre en perspective le regard pluriel à partir de plusieurs territoires différenciés, de comment Mm. est-ce que la production déjà des savoirs genrés s'opère dans différentes formes d'université. Et ce qui revenait justement de la dernière conférence que nous avons eue à Dakar avec des collègues de Dakar et d'Abidjan et d'ailleurs, de Libreville d'ailleurs, c'était justement de considérer effectivement le poids, ce poids patriarcal-là, du joug patriarcal, demeure et continue justement de travailler à l'invisibilisation des femmes. L'invisibilisation n'est pas seulement dans le cadre justement de la revendication, elle s'opère Mm. aussi à travers comment est-ce que là, on valorise en fait les femmes qui se démarquent en tant que chercheurs, en tant que dans les administrations et comment est-ce qu'elles peuvent, à partir des positions de pouvoir qu'elles peuvent occuper, être des cibles privilégiées. Pas parce qu'elles travaillent pas bien, mais parce qu'elles sont, en fait, elles représentent quelque chose pour d'autres femmes, quoi. Donc, l'idée, c'est justement de dire qu'il y a ce joug patriarcal-là qui est existant et qui est constant dans Mm. le parcours. Et il y va de la question même de la domestication du travail à l'université, qui, là aussi, démontre clairement que les femmes travaillent beaucoup plus et souvent sont affectées à des tâches où elles donnent plus en réalité, mais elles ne sont pas nécessairement invisibilisées comme étant justement celles-là qui portent l'université et autres. Je pense que ce patriarcat, pour sortir de votre question, est aussi lié à finalement à la socialisation dans l'espace privé. C'est en fait lié. Et je pense qu'il y a un travail qui est assez intéressant et m'a aussi fortement inspiré dans cette proposition qui est lié justement à la silenciation, la silenciation, du moins la mise en place de cet ordre patriarcal qui passe aussi par la silenciation des femmes. Le fait de ce que les femmes ne disent pas ce qu'elles pensent, le fait de ce que les femmes s'inscrivent dans la continuité de ce qui est fait, renforce ce patriarcat-là et donne justement l'impression qu'elles sont finalement des femmes qui sont masculinisées et qui sont socialisées en fait à cette masculinisation du pouvoir. Et ça, c'est important à le rappeler. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Bah, c'est clair. Vous avez bien clarifié la situation. Je donne la parole à l'audience. Si vous avez des questions ou même partager votre expérience, parce que c'est un sujet très, très important, il faut le dire. Et des fois, au fait, ce qui est, je dirais, c'est très spécial ce thème parce qu'on parle du rôle des femmes dans l'université. On ne parle pas en général, mais on est en train de pointer quelque chose de très important, là où sortent plusieurs personnes ou des étudiants où ils se forment. Et donc, s'il y a un réel problème, ça peut aussi impacter ces Mhm. étudiants-là parce que ils vont devenir, eux aussi, ils vont devenir comment dire, des decision makers, des gens qui auront des décisions après. Alors, si vous avez quelque chose à partager ou des questions à poser, ok? Ben, sur ce, je vais clore ce webinaire. Encore une fois, merci beaucoup, docteur Priska, pour cette, je dirais, présentation très enrichissante, stimulante et informative. Vraiment, c'est un sujet très, très particulier qui touche l'Afrique et sûrement qui touche d'autres pays du monde parce que les femmes aussi en Europe, en Amérique latine, etc. Je pense qu'il y a, enfin, il y a cette polémique existe. Et donc, c'est très intéressant. Merci pour vos éclaircissements. Alors, comme j'ai dit, ce panel, ce webinaire sera mis en ligne dans notre chaîne YouTube, RCO7, et sera distribué à presque tous les membres de IPSA, International Political Science Association, et puis aussi dans les groupes WhatsApp.
Encore une fois, merci D'accord. de nous avoir illuminés sur ce sujet très, très important et surtout en Afrique. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine, à notre prochain webinaire qui aura lieu le mois prochain, le troisième mercredi du mois. Merci beaucoup. Ça marche. Merci beaucoup.